à toutes et à tous. Et non, ce n'est pas Flavien qui vous parle, mais ne vous inquiétez surtout pas, vous êtes bien sur le podcast de Paris Basketball en air. On se retrouve en plein mois de juillet pour un épisode un petit peu spécial qui est lié à la draft NBA. Vous le savez sûrement, Juan Bégarin, l'arrière du Paris Basketball, se présente à la draft qui aura donc lieu le jeudi 29 juillet. Et pour m'accompagner, il y a d'abord celui qui me laisse ce soir son siège de présentateur, c'est Flavien. Comment vas-tu ? Salut Liam, ça va très bien, très bien. Très heureux de pouvoir parler de cette draft qu'on a longuement attendue cette année. Oui, on en aura fait des articles sur Juan Bégarin et la draft. Mais bon, vu qu'on n'est pas non plus tout à fait des experts, on a invité quelqu'un qui va nous aider à au moins être le plus objectif possible sur le profil de Juan Bégarin avant cette draft. Il fait partie de la team Envergure, le média français qui est spécialisé sur justement les joueurs candidats à la draft. On accueille Pierre. Comment vas-tu ? Salut les gars, ça va très bien. Super content d'être avec vous et de représenter Envergure. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, c'est quoi ton boulot sur Envergure ? Ça a commencé par remplir remplir la database en fait du site. Donc on a répertorié, on est 6 ou 7 à répertorier tous les joueurs qui pourraient être intéressants. Moi je m'occupe de la partie Europe, donc je surveille surtout les joueurs qui sont en Coupe d'Europe, qui sont dans les championnats principaux et un peu de NBL. Voilà, donc tu es l'homme parfait pour nous parler de Juan Bégarin cette saison. Donc voilà, l'objectif avec Flavien et du coup Pierre, ce sera un peu de faire le scouting report de Juan Bégarin comme ils le font par exemple sur Envergure. En gros, pour faire simple, c'est une analyse de son jeu, de son physique et aussi un petit peu de mental quand même. Donc voilà, on va décrypter Juan Bégarin en profondeur, mais juste avant, vous connaissez la routine. Vous pouvez vous mettre le site internet en fond avec l'adresse suivante parisbasketball-du6onair.fr et puis on s'abonne bien évidemment sur les réseaux. Twitter avec @parisb-8onair et pour Facebook et Instagram, c'est tout simplement Paris Basketball On Air. Et la coïncidence, c'est belle parce qu'on est parti pour l'épisode 23 du podcast. 23 comme le numéro de Juan Bégarin. Yo yo yo, ici c'est ton book d'Andigel pour Paris Basketball en air. C'est là que ça se passe si tu veux l'actu, cousin. Si. Alors avant qu'on rentre véritablement dans le vif du sujet, vous l'avez peut-être vu ces derniers jours, on a sorti avec toute l'équipe de Paris Basketball On Air une interview justement avec Juan Bégarin qui évoque de nombreux sujets du début du joueur avec le basket jusqu'à la draft qui va arriver d'ici peu. Donc surtout, n'hésitez pas à aller la voir dès la fin de ce podcast et surtout, n'hésitez pas à partager cette interview, ça nous aidera grandement. Voilà, j'ai fait mes petits devoirs de présentateur. Flavien sera content. Maintenant, je vais vous donner la parole, messieurs. Alors, avant peut-être qu'on décrypte les forces et faiblesses du prospect qu'est Juan Bégarin, est-ce que Flavien, tu peux un peu nous dépeindre son portrait pour les auditeurs qui le découvriraient aujourd'hui ? Eh ben, c'est assez simple. Si vous découvrez Juan Bégarin aujourd'hui, c'est un arrière d'1m96 qui va avoir 19 ans en août, qui a 18 ans aujourd'hui, qui est l'un des plus jeunes joueurs de la QV de la draft, qui a une envergure assez grande, qui est autour de 2,10 si je ne me trompe pas, et qui est très, très athlétique. C'est sa qualité première, on va dire. C'est comme ça qu'il est arrivé au Paris Basketball il y a 2 ans et qui a travaillé petit à petit sur notamment beaucoup d'aspects et surtout son tir cette année où il est devenu un peu plus adroit que ce qu'il n'était lorsqu'il était un peu plus jeune en arrivant au club. Et voilà, on va en parler un tout petit peu plus en détail parce que voilà, Pierre, donc tu es chargé de scouter les joueurs internationaux, notamment qui jouent en Europe. Donc tu as bien évidemment regardé Juan Bégarin. On va peut-être commencer par les points forts du joueur. Qu'est-ce qui, toi, t'a marqué ? Quelles sont les grandes forces de Juan Bégarin sur un terrain de basket ? Mais comme Florian l'a dit, ça va être premièrement son envergure et son physique. Donc 2,10 m, il a vraiment des bras qui sont très longs et qui vont lui servir, lui être extrêmement utile en défense. Voilà, c'est les qualités qu'on va chercher en premier, sa défense. Ensuite, on a pu voir un développement de son tir. Le coach Pratt a sorti une interview sur le site de la LNB, si je ne me trompe pas, il y a quelques semaines, où il a expliqué qu'ils avaient fait un gros travail
sur le shoot de Juan. Et a priori, ça a apporté ses fruits puisqu'il est passé de 22% à 36% en fin de saison. Et on le voit qui finit dans, si je ne me trompe pas, meilleur scoreur du club sur la saison de Pro B. Non, il doit pas Ouais, être loin, en tout cas. Il doit y je avoir pense qu'il est deux deuxième stats. derrière Sleva. Ouais, ça doit être ça, ouais. Mm. Bon, on peut peut-être justement commencer par son tir, justement, parce qu'on a vu une progression cette saison. Et Flavien, tu peux peut-être en témoigner. Nous qui avons été voir quelques entraînements du club, c'était vraiment le gros axe de travail. Et du coup, avec tout ce travail de progression pour Juan cette saison. Ouais, bah, la première saison professionnelle qu'il a faite avec Paris, il tourne à 28% à 3 points, avec simplement 1,6 tentatives. Donc, c'était pas immense et il y avait une mécanique vraiment à travailler et il prenait du coup pas beaucoup de tirs. Et cette saison, on l'a vu, et notamment, tu le disais, on a été le voir en entraînement, il a pris un coach perso dès le mois de octobre ou novembre, avec lequel il a énormément bossé son tir, qui bossait avant l'entraînement et après l'entraînement, quasiment uniquement en fait sur cette thématique. Et ça s'est vu, je dirais, à partir de janvier-février, les vrais progrès, où on a commencé à avoir un jeune Béguin capable de mettre des tirs en catch and shoot, soit à 45 degrés, soit dans le corner, avec même une main devant la tête, ça pouvait rentrer. Des choses qu'il était incapable de faire il y a encore, enfin, à ce moment-là, peut-être en novembre ou au tout début de saison, quand il y avait des matchs de Leaders Cup, il était vraiment incapable de faire ça. Et puis petit à petit, je ne sais pas, il finit la saison à 36%, mais vraiment sur le rush de fin de saison, c'était lui, on va dire, un peu le sniper de cette équipe avec Gauthier Denis, mais il mettait quasiment tous ses tirs à 3 points. Enfin, il devait être plutôt autour des 45-40% que du 36% avec lequel il termine à la fin de la saison. Pour rester sur les tirs, on va peut-être alterner entre les forces et FLES parce qu'il y a quand même, on va dire qu'il y a une petite difficulté, notamment sur le tir, qui peut être un peu un red flag, comme on dit. C'est notamment au niveau du pourcentage au lancer franc, qui est vraiment pas exceptionnel, autour de 65%. On sait que notamment chez vous, Envergure, que c'est un gros indicateur de la projection du tir, les lancers francs. Est-ce que toi, Pierre, ça t'inquiète un peu, ce faible pourcentage? C'est vrai que pendant la saison, on se disait à Juan, son tir, notamment extérieur, s'améliore, mais au lancer franc, ça cale toujours. On n'avait pas forcément d'explication. Est-ce que toi, ça t'inquiète, Pierre? Ouais, c'est vrai que c'est un bon outil pour traduire en fait la réussite à 3 points. Moi, j'ai lu des articles qui essaient de voir, de confirmer ou pas cette règle. Et a priori, ça marche assez bien pour le passage de la NCAA à la NBA. C'est plus il faut prendre un peu plus de pincettes pour les joueurs internationaux. Euh, je pense que c'est pas non plus un gros red flag, ça peut être plus un yellow flag, vu qu'il me semble il n'a pas non plus un gros volume de tentatives. Il est à 2,85 par match, donc 61%. C'est sûr que c'est pas exceptionnel, mais il est sur un échantillon qui est plutôt faible. Et vous me corrigez si je me trompe, mais j'ai l'impression que sa mécanique est pas mauvaise. J'ai pas l'impression qu'elle ait beaucoup changé depuis qu'il est à l'INSEP. C'est des choses qui seront facilement réglables avec un coach, avec un coaching staff de NBA, je pense. Et on va peut-être enchaîner sur. C'est marrant qu'on ait commencé avec Joan Begara sur son tir, parce que quand même, le Guadeloupéen est surtout un phénomène athlétique, et c'est ça qui fait miroiter comment dire, de peut-être un avenir en NBA. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, Pierre? Quels sont vraiment les attributs physiques qui seront intéressants pour lui potentiellement en NBA? Ouais, comme j'en parlais, son envergure qui lui permet déjà de générer des tirs à 3 points sur les joueurs plus petits que lui. Aussi il a des bons déplacements latéraux. Ça m'avait marqué sur sa défense contre Saint-Quentin, contre Cartwright, où il avait. J'ai pas de souvenir de Cartwright qui le dépasse et qui le dépose en fait sur du dribble.
Et puis, il est vraiment très, très bas sur les appuis et il arrive à contenir. Il a des bras qui sont tellement longs que c'est difficile en fait de le contourner. Et puis, on peut aussi parler de sa capacité à se projeter vers le cercle rapidement en contre-attaque, balle en main ou non. Quand il était jeune, il était très connu pour ses dunks. Hein. C'est un joueur qui peut attraper le ballon et monter très vite, ou poser un dribble et postériser des joueurs qui sont 1, 2, 3. C'est sûr que postériser des joueurs, et il l'a fait cette saison en Pro B, et peut-être même quasiment tous les pivots du championnat de Pro B y sont passés. Flavien ne me contredira pas, je pense. Est-ce que, messieurs, vous aviez un autre élément à ajouter sur les forces de Juan Bégarin? Bah, on en parlait de son physique. C'est un garçon qui est imposant, on va dire, physiquement, mais qui est plutôt rapide aussi, comme le disait Pierre, sur transition. C'est ça qui était intéressant aussi quand Paris est venu le chercher, c'est qu'il y avait cette envie de courir et de le mettre un peu en avant, parce que c'est un garçon qui a beaucoup joué contre des adultes, en fait, depuis 2 ans. 33 matchs cette saison, et il a dû en jouer une vingtaine lors de la saison arrêtée par le Covid. Donc c'est un garçon qui est mature face à des joueurs adultes qui eux, sont développés et finis physiquement, on va dire. C'est un garçon qui n'a pas peur d'aller au combat, et on l'a vu très vite, il a pris ses responsabilités alors qu'il avait 16-17 ans au Paris Basketball, et qui a confiance en lui. Je pense que Pierre et Lilian, vous êtes d'accord un peu là-dessus, c'est qu'on a un garçon qui est sûr de ses capacités, qui est sûr de ce qu'il pourra donner dans le futur, comme un très grand joueur. Il nous l'a dit d'ailleurs dans l'interview qu'il pensait devenir un très grand joueur français, européen, voire en NBA. Et je pense que ça fait aussi partie de ses forces d'être sûr de lui-même. Ouais, Ça tombe bien moi, parce que je crois que voilà, Pierre voulait enchaîner sur le côté un petit peu psychologique de Juan Bégarin. ouais, c'est très bonne remarque. Moi, sur l'interview que vous avez fait, c'était le point principal, je vais dire, un des deux points principaux qui m'a plu, c'est vraiment cette confiance en soi. J'ai pu travailler un peu pendant mes études sur le développement des jeunes joueurs, des athlètes. Et il y a un point qui ressortait, c'était que dans les jeunes athlètes qui allaient devenir des athlètes de très haut niveau, euh, la confiance en soi et la capacité à le verbaliser, c'était un élément très important qu'on retrouvait souvent. Donc c'est des personnes qui se font confiance à elles-mêmes, et ça va se retranscrire après sur leur performance. J'ai trouvé qu'il avait été très lucide et très à l'aise pour parler de lui-même et pour parler de ses qualités. Ouais, c'est vrai que peut-être Flavien, tu peux terminer là-dessus. On sent que voilà, le joueur a beaucoup de confiance en lui, mais qu'en même temps, il reste assez humble et assez, comment dire, lucide sur ses capacités, comme il a pu nous le dire lors de l'interview. Ouais, il est lucide. Il sait surtout qu'il a beaucoup de travail à abattre encore, que c'est loin d'être fini, et je pense que même tout simplement pour se satisfaire, même une draft en NBA, c'est pas une fin en soi, c'est que le début d'un nouveau cycle, on va dire, dans sa carrière, et que de toute façon, c'est l'objectif qu'il s'est fixé je sais pas, depuis qu'il a 15-16 ans. Il sait qu'il a cette draft 2021 en tête, et comme objectif numéro 1. Et qu'il a tout fait pour y arriver. Et c'est un garçon, voilà, comme je citais un peu avant, chaque fois qu'on est à l'entraînement, c'est un peu celui qu'on voyait commencer avant tout le monde et finir avant tout le monde. Ça paraît être un peu un cliché de la Mamba Mentality, par exemple, ça fait partie en fait de la mentalité de jeune Bégarin, d'être aussi ce bosseur, et qui fait, par exemple, comme on l'a cité un peu en début de podcast, qu'il a su vraiment évoluer sur son tir, qui était vraiment pas bon au début de sa carrière professionnelle. Et voilà, et pour terminer sur le chapitre des forces, tu l'avais mentionné Flavien, mais Juan Bégarin n'aura que 19 ans là dans quelques jours en août. Donc ça laisse aussi de la marge de progression qui est très intéressant pour les franchises NBA, justement pour développer le joueur qu'il sera. Maintenant, on va passer sur les points qui coincent un petit peu encore chez Juan Bégarin. Et ça s'est notamment vu peut-être cette saison où il a été davantage responsabilisé, notamment ballon en main. Toi, Pierre, qu'est-ce que tu as vu qui peuvent comment dire, qui sont des points à travailler, ou
encore même des points faibles dans le jeu de Bégarin? Ça va être peut-être sa capacité à évoluer sur le poste 1 ou à transitionner vers un poste de porteur de balle. Pour le moment, il n'est pas mauvais porteur de balle. Il dépanne de temps en temps. Il me semble que c'est plus sur les rotations qu'on va le voir alterner poste 1-2. Il le faisait déjà avec les équipes de France. Pour le moment, il ne sera pas encore capable de prendre la balle, même avec une seconde unit, de prendre la balle, de remonter le ballon et d'installer. Je ne pense pas qu'ils soient encore capables. Et ça se traduit surtout dans son ratio assist-turnover, qui a jamais été supérieur à 1, il me semble, avant cette année. C'est la première année où il fait plus de passes qu'il perd de ballon. Donc, c'est déjà un axe de progression intéressant pour lui. Et je pense qu'il faut tempérer un peu ça. C'est pas un joueur qui ne comprend pas. Je pense qu'il a un QI basket qui est assez élevé. Il a des très beaux flashs en contre-attaque pour repérer les intérieurs qui sont tout seuls. Mais c'est peut-être, moi, c'est ce que j'avais noté, c'était que c'était peut-être dû à un surplus d'énergie ou des sautes de concentration. Il est très énergétique. Ça peut peut-être l'entraîner à vouloir faire des passes qui sont peut-être pas les meilleures ou à mal doser ses passes. Est-ce que Flavien, tu peux peut-être rappeler le contexte qui était aussi pas forcément simple parce qu'en fait, Juan a eu le ballon en main parce que il y avait, surtout en début de saison notamment, et jusqu'à l'arrivée de Ryan Boatwright, pas forcément de deuxième porteur de balle derrière Milan Barbic. Et du coup, sur certaines séquences, il a dû porter le ballon, plutôt bien par moments, un peu moins bien à d'autres, mais un petit peu par la force des choses, on lui a mis le ballon entre les mains pour driver l'équipe du Paris Basketball. Ouais, en fait, je rejoins Pierre sur les sauts de concentration. Je trouve que Jeanne Bégarin avait des moments très très hauts et justement des moments très très bas. Et ça pouvait forcément arriver quand il avait le ballon en main, quand on lui demandait de remonter la balle. C'est vrai qu'en début de saison, Paris n'avait pas de meneur expérimenté. On avait Milan Barbic qui a 20 ans, donc qui est en apprentissage encore du poste de meneur. Et que du coup, il se retrouve par exemple, monter la balle sur le meneur titulaire en face, peut-être plus compliqué. Et c'est vrai qu'il a des turnovers un peu bêtes, entre guillemets, où même en défense, ça sent aussi hein, des sauts de concentration où il peut oublier son défenseur, où il peut enfin, être déconnecté en fait, de l'action. Mais c'est encore c'est des flashs, hein, comme on pouvait le dire. C'est vrai que on va dire, le contexte en début de saison ne l'a pas aidé. Et petit à petit, dans la suite de l'année, il y a eu pas mal de matchs, même Lilian, tu me dis si je me trompe, mais où on l'a vu quasiment 10 points, 5 passes, 5 rebonds finir les matchs comme ça, avec pas trop de turnover, même si c'est vrai que c'est son péché mignon. Oui, il avait un petit peu des stats à Nicolas Batum, comme ça, où ça remplit un peu toutes les cases. Donc, c'est totalement vrai. Peut-être pour vous faire rebondir sur un autre aspect, toujours ballon en main, c'est peut-être sur le dribble de Juan Bégarin. Pierre, tu me corriges si je me trompe, mais est-ce qu'on peut dire que Juan Bégarin, quand il va notamment au cercle, est-ce qu'il le fait plus, moi, pour ma part, je pense qu'il le fait plus grâce à son premier pas plutôt qu'à son dribble. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, je te rejoins complètement sur ça. Je suis pas un grand fan de son dribble et puis de toute façon, il me semble qu'on n'a pas beaucoup vu tenter des dribbles autres que de Autre que pour aller départ. au cercle, il n'y en a pas. Ouais, voilà. De toute façon, c'était dans toutes les équipes où il a été, il a toujours eu des meneurs qui étaient plus gestionnaires et meilleurs dribbleurs que lui. Donc, c'était pas forcément ce qu'il avait besoin de développer. Et je suis pas sûr qu'il ait forcément besoin d'avoir un dribble élite pour la suite de sa carrière. Même constat, Flavien? Ouais, c'est vrai que c'est sur son premier pas qui fait souvent la différence, parce que comme on le rappelle, hein, comme on le dit depuis le début du podcast, c'est un garçon ultra physique, donc qui domine par sa vitesse et du coup, comme on le disait, son premier pas. Et puis, non, complètement d'accord sur cette idée que son dribble n'est pas élite et qu'il n'en a pas eu besoin. Peut-être sur l'utilisation de son dribble, moi je l'ai vu
plutôt vu en fin de saison, mais c'est des tirs des dribbles de création de tir qu'il a pas fait plusieurs fois sur la fin de saison, qui était plutôt intéressant, souvent pour dégager un tir à 3 points face à son défenseur. Ouais, c'est vrai qu'on l'a vu. On a vu sa progression au tir, d'abord sur les catch and shoot et vraiment sur la fin de saison aussi sur des pull-ups. Donc, c'est aussi des flashs très intéressants. Tout ça nous amène un peu, messieurs, voilà, on a dressé les forces, les faiblesses. Maintenant, j'ai envie de pour un peu finir sur son portrait en tant que joueur, à quel rôle on peut imaginer Juan Bégarin en NBA? Si je reprends un peu tout ce que vous m'avez dit, ça ressemble beaucoup quand même au prototype d'un 3&D, donc un ailier qui met des trois et qui défend. Est-ce que c'est ce à quoi on peut s'attendre pour son rôle en NBA, Pierre? Ouais, moi, c'est exactement le rôle dans lequel je le verrais. Euh, Est-ce qu'on fait déjà les comparaisons peut-être avec les joueurs qui pourraient devenir? Oui, tu peux y aller. Moi, je le verrais dans un rôle trendy à la Jake Crowder quand il était à Miami, et c'est aussi une franchise qui m'intéresserait pour lui, mais ça j'imagine on y reviendra plus tard. Jake Crowder, ça tirait, Flavien? Ah bah, s'il devient Jay Crowder, dans le rôle en tout cas, il y a quelque chose à faire. Je pense que ce qui définira son rôle en NBA, en fait, ce sera la pérennisation de son tir. Ça va voir comment il va être sur ses premières années NBA, s'il est capable de stabiliser ce qu'on a vu sur les derniers mois au Paris Basketball, c'est-à-dire être capable de rentrer du catch and shoot et pourquoi pas de rentrer du pull-up pour devenir une vraie menace à 3 points. Et comme on l'a dit, il est capable de défendre, il a une grande envergure. Globalement, c'est un 2 qui peut défendre sur des 3 et des 1, donc que tu peux rentrer dans un système défensif très facilement. Donc Jake Crowder dans le style, pour vraiment, pourquoi pas. Et puis si la tendance continue à jouer small ball, on peut aussi l'imaginer dans 2-3 ans, quand il aura vraiment fini son développement physique, pourquoi pas défendre sur des 4. Bah, c'est vrai que cette année, quand quand il y avait des switches et qu'il défendait sur des catches ou des intérieurs, je sentais quand même un peu en difficulté se faisait bien bouger au poste. Encore un peu trop léger entre guillemets pour assumer face à ce genre de personnage. Mais effectivement, ouais, si continue à se développer physiquement comme on peut l'imaginer, c'est pas impossible. Ouais, parce que là, on parle quand même de défenseurs de Pro B, qui est une ligue qui est, vous le savez très bien, qui est très physique, sur des physiques, sur des gabarits que peu de joueurs NCAA sûrement ont déjà affronté, hein. Donc, c'est vrai que c'est pas un défenseur intérieur exceptionnel, mais il se défend vraiment sur ce côté. Et on sait bien qu'en NBA, les intérieurs ne jouent plus au poste. Donc peut-être que ça l'arrangera fortement. On peut continuer un peu dans le jeu des comparaisons, messieurs. Et je me tourne vers toi, Pierre, notamment par rapport… Alors, on va pas parler du haut de la draft. Ça concerne pas Juan Bégarin. On sait que Cade Cunningham va être pris en 1, si vous suivez un petit peu. Mais on va plutôt s'intéresser de le comparer aux autres prospects internationaux que tu as notamment scoutés. Un peu, si tu as peut-être fait un big board, est-ce que dans la hiérarchie justement de ces joueurs internationaux, où est-ce qu'il se situe un peu Juan Bégarin? Ouais, ben, du coup, je vous invite à aller écouter le dernier podcast Envergure qui est sorti où on classe les internationaux. Moi, je l'ai sur mon big board, donc je me suis limité aux joueurs internationaux. Je l'ai dans mon quatrième tiers qui correspond au milieu du second tour. Pour illustrer, dans le premier tiers, j'ai Sengun. Après, le deuxième, Garuba et Petrousev. Ensuite, Josh Giddey. Et je l'ai dans le même tiers, du coup, que Rokas Jokubaitis de Zalgiris Kaunas. Très bien. Et c'est vrai que là, j'ai devant moi aussi le big board d'envergure, le général avec tout le monde. Et c'est vrai qu'un peu tous les principaux membres de l'équipe le mettent dans cette tranche de milieu, fin de second tour. Alors là, c'est le big board, donc c'est pas forcément l'endroit où il peut être drafté, c'est par rapport, c'est vraiment le niveau des joueurs, comment vous les classez. Et donc, ouais, tout le monde est à peu près dans cette tranche-là, milieu, fin de second tour.
Donc, et il y a aussi un point que je voulais aborder, et Flavien, tu vas peut-être pouvoir rebondir là-dessus, c'est que beaucoup de joueurs français qui étaient inscrits à la draft, comme Hugo Besson qu'on a vu en Pro B cette année, Malcolm Casalon, il y en a d'autres, j'ai plus forcément les noms en tête, Mathieu mais qui se sont Bauzin. retirés. Ouais. Voilà, qui se sont retirés, c'était la semaine dernière. Ouais, c'était en Et début de donc, semaine. voilà. Et donc, on peut se dire que si Juan Bégarin est resté inscrit, c'est qu'il avait plutôt des bons échos, notamment des franchises NBA, et donc que c'est peut-être positif pour une éventuelle draft. Bah, des échos nous, qu'on avait eu, c'est qu'il a rencontré quasiment toutes les franchises cet été, qu'il a fait des interviews et des workouts avec quasiment toutes les franchises. Donc, le profil intéresse. Après, c'est vrai que du coup, tu l'as dit, pas mal de Français sont retirés de la draft. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il y avait 4 joueurs de son agence, une agence comme Sport, qui représente globalement tous les joueurs, tous les joueurs français en NBA. Ils étaient 4 joueurs à se présenter au départ. Il n'y en a plus qu'un, c'est Jeune Béguerin. C'est-à-dire que Kelly Baptiste, il y avait Yohan Makoundou et un quatrième, Hugo Ouais. Besson. Hugo Besson qui sont tous les 3 retirés. Il n'y a que Jeune Bégarin qui est resté parce que oui, je pense qu'il a eu des bons échos. Euh, il a un profil qui intéresse, il est jeune. C'est un des joueurs les plus jeunes de la QV, qui a un profil, on va dire, pas forcément NBA ready, mais que tu peux développer dans les années à venir et que tu peux en faire un joueur de rotation, voire en tout cas un joueur utile dans ton équipe. Et c'est pour ça que je table aussi sur ce milieu fin de second tour, c'est que même s'il n'a joué qu'en Pro B, il va avoir il va avoir une équipe qui potentiellement peut aller sur lui cet été. Ouais, on l'a vu notamment en workout pendant une semaine, il me semble, chez les Bulls. Ouais, Et Juan qui a Après, aussi j'ai pas participé entendu. c'était mi-fin juin, au G-League Combine, donc qui n'est pas le gros combine où les joueurs, enfin où les prospects jouent entre eux, font des tests physiques, mais c'est un autre test où en fait, il a pu passer les mêmes tests, sauf que c'était pour les joueurs qui n'étaient pas forcément au combine principal. Euh, pour finir, messieurs, je vais vous proposer pour nos auditeurs, pour qu'ils se disent s'ils ont envie de regarder jeudi prochain la draft, quels sont les scénarios possibles qu'on peut avoir. Donc évidemment, le premier scénario, c'est que Juan Bégarin, son nom soit appelé. Et dans ce cas-là, il pourrait se passer plusieurs choses. Est-ce que Pierre, tu peux un peu nous faire les possibilités qu'il pourrait y avoir? Il pourrait notamment rester avec son équipe, partir en G-League ou éventuellement revenir en Europe. Est-ce que tu peux un peu nous détailler tout ça? Ouais, donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur une draft au second tour, ça garantit pas un contrat, on n'a pas de contre-garantie. Donc les joueurs qui seront draftés au second tour vont avoir souvent des contrats de 2 ans non garantis, donc ils peuvent être coupés à n'importe quel moment, ou ils peuvent être signés en two-way contract, donc ils partageront leur temps. Ils ont un certain nombre de jours qu'ils peuvent passer avec l'équipe NBA qui les a draftés, et puis le reste de la saison avec leur équipe de G-League. Pour Juan, si on le voit en deuxième partie de second tour, on peut penser qu'il ira sûrement faire une année en stage, donc dans un club européen, puis revenir. Ou si le camp si les workouts de début de saison et les, la Summer League se passe assez bien, on peut imaginer qu'il aura soit un two-way, soit peut-être il pourra intégrer la rotation d'une franchise. Il faut savoir que l'année dernière, ou il y a 2 ans, on a eu un Français qui a été dans ce cadre, donc c'était Jalen Hoard. Et on a aussi Jalen Hoard qui a passé beaucoup de temps avec la G de Portland et ensuite celle de Dallas. Tout à fait. Et je vais revenir sur ce que, notamment la notion de draft and stash qui pourrait potentiellement intéresser Paris, puisque pas plus tard que là, 2-3 heures avant que j'enregistre le podcast, j'avais Jean-Christophe Prat au téléphone pour un autre sujet. Mais si Juan Bégarin
était dans cette option. Apparemment, il serait enclin à revenir justement jouer à Paris dans le cadre d'un draft and stas. Et justement, le Paris Basketball ajustera son recrutement en fonction de cette possibilité. Donc, il y a aussi le staff du Paris Basketball qui va avoir un œil sur cette draft et notamment le jeudi 29 juillet prochain, Flavien. Ah bah forcément, parce que si on repart un peu sur le mercato de Paris, c'est une équipe qui est plutôt calme, on va dire, depuis le début de l'été, qui a eu une seule recrue d'ailleurs, plus ou moins sur le poste de Bégarin avec Kyle Holman Jr. qui est arrivé pour 2 ans, et qui est très patient sur cette idée d'aller chercher un poste 3 pour le moment, parce qu'ils attendent John Bégarin ou pas, s'il sera en NBA ou s'il sera stage comme on l'expliquait. Je suis aussi partisan un peu de cette théorie pourrait être drafté et stage directement pour une saison dans une première division, pas forcément la Elite, pas forcément Paris, mais au moins une équipe européenne où il pourra s'affirmer à un niveau supérieur que la Pro B. Et Paris pourra en profiter, forcément, comme tu l'expliquais, justement. Ça reste quand même plus intéressant pour lui, je pense, de revenir à Paris et d'être dans la continuité de tout son travail au cours des 2 dernières années avec le même staff et dans une division, du top 5, voire top 6-7 européen, ou dans une équipe où il aura vraiment de grosses responsabilités. Oui, c'est sûr que… Vas-y, Flavien. Ouais, bah, c'est quelque chose qui m'a marqué aussi dans l'interview qu'on a réalisé avec lui, c'est qu'il expliquait lorsqu'il a choisi de venir à Paris, qu'il venait pour jouer, pour avoir du temps de jeu et qu'il ne sortait pas de l'INSEP s'il n'avait pas du temps de jeu. Et je pense je pense qu'il sera dans cette optique-là encore cet été, dans le sens où il sait qu'il n'a pas la cote qu'il avait, ne serait-ce qu'il y a 2 ans, lorsqu'il sort de l'INSEP, qu'il doit prouver qu'il est capable d'évoluer au plus haut niveau avec un rendement supérieur à ce qu'il est capable de faire maintenant. Il ne pourra pas le faire en NBA maintenant ou ne serait-ce qu'à court terme. Ça arrivera du coup sur de la première division en Europe ou pourquoi pas en Nouvelle-Zélande, comme il y a quelques Français qui sont allés s'exiler là-bas. Mais en tout cas, pas forcément en NBA pour ses premières années. Et voilà. Et alors ça, c'est le scénario où tout se passe bien, où Juan Bégarin est drafté. Mais il y a un autre scénario où il n'est pas drafté, mais ce n'est pas forcément aussi dramatique. S'il n'est non drafté, Pierre, tu le mentionnais, il y a un joueur comme Jalen Howard qui n'avait pas été drafté le soir de la draft, justement, mais qui tout de suite après avait reçu un two-way contract de Portland. Et on le voit qu'aujourd'hui, il est encore en NBA. Jalen Howard, il est en ce moment à Oklahoma City, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Et même s'il n'est pas drafté, mais qu'il est choisi qu'on lui propose un contrat, même s'il revient en France sans contrat, eh ben, il y a des joueurs qui chaque année retentent d'aller en NBA, soit par des camps d'entraînement, soit par de la Summer League. Donc il y a toujours un espoir, même si on n'a pas été appelé le soir de la draft, toujours un espoir d'aller en NBA après. Donc c'est important de le rappeler. S'il n'est pas drafté, ce n'est pas forcément la fin de son aventure en NBA. Messieurs, on va conclure cet épisode entièrement consacré à Juan Bégarin. Est-ce que vous avez un dernier mot à rajouter? Peut-être préciser que c'est quand même un projet long terme qu'il ne faut pas s'attendre à voir Juan Bégarin, s'il est drafté, jouer en NBA d'ici peut-être 1 an, 2 ans. Ce sera vraiment peut-être dans 3, voire 4 ans qu'on pourrait potentiellement le voir sur les parquets de la Grande Ligue. Ouais, ça va dépendre surtout du contexte. Du contexte où il tombe. Ouais, dans le contexte où il va tomber et la qualité du coaching staff qui va l'entourer et la situation en fait dans lequel de la franchise dans laquelle il sera drafté. J'ai l'ordre de la draft là qui est autour du milieu du second tour. On a du Brooklyn Nets, Boston, Toronto, Hawks, Nets ou Philadelphie, et puis dernière partie les Grizzlies ou Indiana ou Oklahoma qui pourraient être intéressants pour lui. Moi, je lui souhaite de quand même pas tomber dans une franchise style Knicks ou Bulls ou Détroit qui n'ont pas encore réussi à développer leurs internationaux français ou leurs Européens. Flavien, un dernier mot avant de conclure? Non, bah écoutez, c'est un beau projet, comme tu le dis, c'est sur plusieurs années, mais ça fait 2 ans que
que Johan Bégarin imagine, en tout cas, cette soirée de la draft qui aura la semaine prochaine pour au moment où on enregistre ce podcast, et surtout qu'il profite, en tout cas, de ce moment qui n'arrivera qu'une fois dans sa vie, c'est cette draft NBA, et pourquoi pas, du coup, franchir des étapes encore, comme il est capable d'en franchir depuis qu'on le voit évoluer, déjà en Pro B, mais même avec l'INSEP. Et voilà, c'est sur ces derniers mots qu'on va donc conclure ce podcast dédié à Juhan Bégarin et sa draft. On vous rappelle qu'on a sorti une interview. Vous n'en aurez pas beaucoup, des interviews de 30 minutes avec Juhan Bégarin. Donc, n'hésitez pas à aller la regarder si vous voulez vous intéresser un peu de plus près à l'histoire et à son début de carrière au Guadeloupéen. En attendant, voilà, on vous invite à nous suivre sur les réseaux. Paris B-8 on air sur Twitter, Paris Basketball on air sur Facebook et Instagram. On vous invite également à aller suivre Envergure, tout leur travail ils ont un site internet. Leur Twitter, c'est @envergure aussi-8 pod. On vous invite à aller suivre Pierre qui était avec nous ce soir, qui nous a fait le plaisir de venir nous parler de Juhan Bégarin. Son Twitter, lui, c'est @Pierre-BYL. Donc voilà, merci Pierre d'avoir été avec nous ce soir. C'était un véritable plaisir de te recevoir. Merci à vous, ça me fait très plaisir d'être reçu et j'ai passé un super moment avec vous. Et on se dit à très vite pour reparler plus globalement de l'actualité du Paris Basketball. Bye bye. Ciao.